nouveautés. Citons parmi ces nouveautés la création de débats qu'on appelle les face-à-face. Citons parmi ces nouveautés un nouveau concept pour faire plus de pédagogie dans un environnement très compliqué, c'est la création de l'école des placements. Et citons également parmi ces nouveautés la création du cercle des experts Boursorama. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour ce cercle des experts Boursorama. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir la présidente de Boursorama, Madame Inès Mercereau. Inès Mercereau, bonjour. Je vous laisse vous installer à ce pupitre. Pourquoi la création de ce cercle des experts Boursorama déjà? Alors d'abord, il nous a paru, ce n'est pas un cercle des économistes comme c'est écrit sur l'invitation, mais c'est un cercle effectivement des experts. Nous avons la chance chez Boursorama d'être en pleine architecture ouverte et de connaître assez bien les producteurs de fonds et nous en sommes distributeurs. Ils ont une expertise que nous apprécions et il nous paraissait intéressant que vous puissiez tous en profiter. Et puis nous avons trouvé qu'il était aussi, nous sommes des gens audacieux mais prudents, qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement sur le court terme, d'abord parce qu'on serait tout de suite démenti, et qu'il fallait avoir une vision un petit peu plus de long terme, et c'est pour ça qu'on y a adjoint aujourd'hui un économiste que nous apprécions. Alors justement, cet économiste, le grand public ne le connaît pas forcément, il s'appelle Thierry Apotheker. Alors vous le connaissez de long terme, dites-nous-en quelques mots. Alors Thierry Apotheker est l'ancien directeur de la recherche économique d'Indosuez. Il a depuis créé son cabinet qui s'appelle TAC et j'ai eu le plaisir d'être client puisqu'il travaille à la fois pour des entreprises, des organismes internationaux et des gestionnaires de fonds. Et il m'a semblé que sa vue nous permettrait de prendre un petit peu de hauteur aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on fasse un débat en 2 temps. On va d'abord commencer par parler d'économie et après on regardera les recommandations marché. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Thierry Apotheker. Bien. Inès Mercereau, Thierry Apotheker, on va vous écouter pour parler de nos sujets, la croissance, l'euro et les marchés. Faut-il encore y croire? Faut-il encore y croire? Alors, quand vous avez vu ce titre-là, vous vous êtes peut-être dit que nous péchions par excès d'optimisme. Et puis, on s'est dit que c'était quand même une des problématiques qui envahissaient nos journaux aujourd'hui, que sur le très court terme, on n'y voyait pas véritablement clair. Alors on va commencer par la croissance, Thierry, c'est peut-être la chose la plus simple de nos 3 sujets. On voit aujourd'hui que les prévisions de croissance, en tout cas en Europe, vont rarement au-dessus de 2%. On voit aussi qu'aux États-Unis, la tendance n'est pas très rose, qu'on commence aussi à parler depuis peu de temps d'un ralentissement de la croissance dans les pays émergents. Alors, dans tout ça, ce contexte, et de quelle manière les entreprises peuvent-elles s'adapter? Effectivement, question délicate aujourd'hui. Quel est l'avenir de la croissance de l'économie mondiale et comment nos entreprises vont-elles s'insérer dans cette dynamique nouvelle, incontestablement? Je crois que sur les premiers points que vous avez évoqués, c'est-à-dire les pays développés, États-Unis et même plus encore zone euro, nous sommes rentrés sans doute durablement dans une période de croissance faible. Et effectivement, 2% de croissance est sans doute le maximum que peut espérer la zone euro à court moyen terme. Les États-Unis peuvent peut-être avoir un petit peu plus à court terme, mais au fond, là aussi, une contrainte durable sur la croissance, et aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, pour des raisons, je crois, que tout le monde perçoit très bien, c'est qu'on a eu un excès d'endettement dans la période précédente, et que pour corriger cet excès d'endettement, il nous faudra du temps, que ce soit l'endettement des ménages aux États-Unis ou l'endettement des États dans nos pays de la zone euro. Donc de ce point de vue-là,
même si nous n'avons pas chez nous, et si nos outils quantitatifs nous suggèrent qu'on aura plus un tassement de croissance en dessous de ces 2% que vous évoquez et pas de retour récessif, on va avoir un débat là-dessus, nous sommes plutôt modérément optimistes, mais il reste que, en tout cas à moyen terme, ce ne sont pas ni la zone euro ni les États-Unis qui vont tirer la croissance mondiale. Par contre, et vous le voyez un petit peu sur le graphique qui vous est présenté, les pays émergents, depuis le début de l'internationalisation, de la globalisation économique, depuis le moment d'accélération de cette internationalisation, c'est-à-dire le début des années 90, ont, à l'exception de la période de la crise asiatique, des taux de croissance qui sont très nettement et tendanciellement supérieurs à la croissance des pays développés, un écart qui est de l'ordre de 4 à 6 points chaque année. Donc lorsque nous croissons de 2%, les pays émergents croissent de 6 ou 7. Et donc, de ce point de vue-là, même si, et vous l'avez dit, aucun pays dans le monde, aucun pays émergent n'est complètement à l'abri de l'effet de transmission du ralentissement économique que nous avons chez nous. Donc oui, on aura un léger tassement de conjoncture. Mais avec ce tassement de conjoncture, on aura encore, cette année et l'année prochaine, une croissance dans les pays émergents qui sera au-dessus de 5 ou 6%. Et donc, au fond, c'est à nos entreprises et à nous comme pays d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, c'est-à-dire d'aller effectivement trouver les gisements de croissance dans ces pays qui sont dans une phase de rattrapage qui va continuer à long terme. Mais Thierry, la croissance des pays émergents a été tirée par l'exportation et on réfléchit depuis maintenant un petit moment sur le relais que peut prendre la demande interne et notamment l'émergence d'une classe moyenne consommatrice. Alors est-ce que cette émergence est là et est-ce que cette émergence est là pour durer? Alors c'est oui, oui et oui. Oui, la croissance va être tirée par la demande intérieure des pays émergents de façon croissante. Effectivement, on a progressivement cette substitution d'un modèle de croissance autonome au modèle précédent de croissance tirée par les exportations. Et on le voit, si vous voulez un chiffre, aujourd'hui, le marché automobile chinois est plus important que le marché automobile américain. Et que pour acheter une automobile, évidemment, c'est la classe moyenne. Alors, ça ne signifie pas que tous les Chinois font partie de la classe moyenne. Évidemment, 1,3 milliard d'habitants en Chine, même si une part relativement modeste, finalement, de cette population accède à ce statut de classe moyenne, ça fait des marchés qui, à l'échelle de nos entreprises, sont absolument considérables. J'ai pris l'exemple de l'automobile en Chine, mais on pourrait prendre l'exemple des cosmétiques en Indonésie, on pourrait prendre l'exemple de biens à la fois de consommation durable et de consommation sophistiquée en Inde, au Brésil. Et donc oui, je crois que the next big thing, la prochaine tendance majeure, c'est cette convergence dans les pays émergents d'une classe moyenne en quantité suffisante pour tirer la demande globale. Ça veut dire aussi que leurs monnaies vont s'affermir. Et si on en vient maintenant à la monnaie l'euro, notre patrimoine que nous avons mis en commun avec 16 autres pays, a-t-on le droit aujourd'hui de croire à la force durable de l'euro et à l'intégrité de cette zone euro? Alors, vous savez que c'est une question, comme on dit en plaisantant, si vous mettez 5 économistes dans une salle, vous aurez 6 réponses différentes. Donc, bien sûr, il n'y a pas de vue consensuelle sur la chose. Permettez-moi quand même une remarque. D'abord, dans le titre qui a été choisi pour ce débat, faut-il y croire? Donc, l'euro, faut-il y croire? Moi, la question, pas de façon provocatrice, c'est comment ne pas y croire? Comment ne pas y croire alors que, depuis mai 2010, nous avons, si ce n'est tous les jours, toutes les semaines, une mauvaise nouvelle sur la zone euro. C'est tantôt les problèmes de dette publique, tantôt les problèmes de gouvernance, tantôt les problèmes d'accords politiques. Et que malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles sur la zone euro, ce que vous voyez sur le graphique, c'est le taux de change euro contre dollar est encore très largement au-dessus de sa parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de ce que suggéreraient des différentiels d'inflation entre les États-Unis et l'Europe, et qu'il est encore très supérieur au niveau qu'il a atteint pendant toute la première partie de l'existence de l'euro. C'est-à-dire que le paradoxe, malgré tout, c'est que cette monnaie qu'on dit moribonde, elle reste très forte. Et si elle reste très forte, c'est qu'effectivement, elle a un avenir.
Je vous pose juste une question. C'est cette monnaie qui reste très forte ou c'est le dollar qui reste très faible? Alors, je suis sûre que vous alliez poser celle-là. Alors, le dollar a naturellement ses propres accès de faiblesse et s'il faut le dire de façon un peu caricaturale, la difficulté, y compris pour les investisseurs, c'est que nous avons aujourd'hui un système monétaire international avec deux monnaies pivots, le dollar et l'euro, et que chacune de ces deux monnaies est soumise à des pressions baissières. Le dollar est soumis à des pressions baissières du fait, pour le dire simple, de la politique monétaire américaine. Et la zone euro a ses propres problèmes souverains qui pèsent de façon régulière. On le voit sur la volatilité qu'on observe sur le graphique que vous avez sous les yeux. Effectivement, à chaque fois qu'on a une inquiétude nouvelle sur la solvabilité souveraine de la zone euro, on a un accès de faiblesse de l'euro, et puis après, il reprend sa trajectoire. Encore une fois, le point d'équilibre aujourd'hui pour vos consensus chez la plupart des économistes en termes fondamentaux, c'est autour de 1,20 à 25. Donc là, je ne vais pas regarder juste avant d'entrer dans la salle, mais enfin à 1,3775, on est très largement encore au-dessus. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la parité euro-dollar va rester durablement élevée? Et si elle reste durablement élevée, si elle ne va pas freiner la croissance en zone euro? Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'en tout cas, du point de vue de nos entreprises françaises, comme sans doute de certaines entreprises espagnoles ou italiennes, la vigueur de la monnaie unique par rapport au dollar a constitué un handicap concurrentiel majeur. Je crois aussi qu'aujourd'hui, dans le processus de production qu'ont les grandes entreprises, c'est-à-dire un processus qui est très éclaté, cette notion de compétitivité d'échange perd un petit peu de son sens, puisqu'au fond, on source des produits à l'extérieur, et que donc la vigueur de notre monnaie nous permet d'avoir ce sourcing à faible coût. Et donc on compense en partie ce problème de compétitivité avec des achats qui sont moins chers grâce à notre monnaie vigoureuse. Mais ceci dit, je crois que là l'exemple à regarder, c'est à la fois ce qui s'est passé dans les pays d'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, où malgré la vigueur de l'euro, l'amélioration d'efficacité des entreprises a permis de continuer à gagner des parts de marché mondiaux. Et au fond, je crois que c'est ce qui inspire aujourd'hui les dirigeants des grandes entreprises françaises, c'est gagner en compétitivité ce qu'on ne gagnera pas en change. Alors gagner en compétitivité, lorsqu'on voit les résultats des entreprises, le cash qu'elles ont et donc la capacité qu'elles ont à la fois à investir et à se projeter dans des zones de croissance, ça nous conduit quand même à évoquer un petit peu les marchés. Et ces marchés sont fondamentalement instables et dévalorisés. Et les banques sont contraintes, elles aussi, dans leur financement. Avec tout ça, où est-ce qu'on va? Alors, bien heureux serait celui qui a une boule de cristal et qui pourrait prévoir de façon précise les évolutions du marché. Si c'était le cas, je pense qu'on aurait ici un sentiment de ferveur plus important. Et donc, bien sûr, on n'a pas d'idée sur le timing. Trois remarques quand même assez simples. La première, c'est que dans les secousses actuelles, on lit tous les jours dans la presse, les États, les problèmes des ménages, finalement, ceux des agents économiques qui s'en sortent le mieux sont les entreprises. Les entreprises n'ont pas, en tout cas pas à hauteur de ce qu'ont fait les États, pas à hauteur de ce qu'ont fait les ménages, n'ont pas participé à cette espèce d'euphorie de crédit de la décennie passée. Les ménages, on le sait, aux États-Unis, dans certains pays de la zone euro, les banques, les institutions financières, on le sait, ont fait beaucoup de leviers. Celles qui ont été finalement très raisonnables dans cette période, ce sont les entreprises. Et finalement, le fait qu'elles n'aient pas péché par excès d'euphorie fait qu'aujourd'hui, elles sont dans une position où leur capacité de résistance est plus forte. C'est le premier point très important. Le deuxième, et c'est le graphique que vous avez sous les yeux, c'est que lorsqu'on a un regard macroéconomique sur les performances des entreprises, les barres bleues que vous avez là, c'est l'excédent brut d'exploitation de l'ensemble des entreprises non financières. Ce ne sont pas les entreprises cotées, mais c'est le tissu d'entreprises françaises. Et donc, quand on regarde l'évolution sur longue période, ici, depuis la fin des années 80, lorsqu'on regarde cette évolution sur longue période de cet excédent brut d'exploitation, on a une tendance haussière qui est assez claire, assez visible. Bien sûr, au moment de la crise de 2008-2009, on a un affaissement, c'est le moins, si je veux dire, qu'on aurait pu attendre. Et vous voyez que depuis, on est reparti sur un train légèrement haussier. Encore une fois, pas glorieux,
mais certainement quelque chose qui reprend finalement une tendance de longue période à l'amélioration de la profitabilité des entreprises. Et que quand vous mettez en regard, c'est le trait rouge, l'évolution, j'ai pris ici du CAC 40, ben vous avez quelque chose dont on voit bien qu'il est caractérisé par des périodes d'euphorie excessive, donc on a des périodes dans lesquelles ces profits remontent et les marchés boursiers, en quelque sorte, jouent un rôle de multiplicateur. Et puis évidemment, quand il y a des périodes de stabilisation, voire de recul de cette profitabilité, on a le même effet d'amplification, si je puis dire, de la part de la bourse. Et ceci m'amène quand même à considérer qu'à un horizon effectivement un petit peu plus long que les prochaines semaines ou les prochains mois, la corrélation ou la relation de long terme qu'on a entre la valorisation boursière et les masses de profits dégagés par les entreprises va se rétablir. Et puis, troisième remarque, si vous me permettez, qui est très importante pour les entreprises comme pour les investisseurs, c'est que nous allons rentrer, que nous le voulions ou non, dans cette période de croissance lente et dans laquelle les institutions bancaires traditionnelles seront durablement contraintes à réduire leur bilan. C'est à la fois les questions de réglementation, dite BAL 3, c'est évidemment les difficultés qu'on voit aujourd'hui sur les refinancements des banques, et vous l'avez vu, les grandes banques françaises ont toutes annoncé qu'elles allaient réduire la taille de leur bilan. Et tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que nous allons avoir un impératif au niveau de la politique publique comme au niveau des investisseurs et des entreprises, c'est d'aller chercher les ressources financières en dehors de l'intermédiation bancaire. Ça veut dire que les marchés de titres, à la fois boursiers et obligataires, vont jouer un rôle croissant dans les mécanismes de financement des entreprises. Mais il faudrait que les actionnaires individuels viennent à ces marchés. Et pour l'instant, les réglementations publiques, et en tout cas celles qui sont annoncées, j'entendais Madame Merkel dire qu'elle allait véritablement pousser pour que la taxe sur les transactions financières s'impose rapidement. Ne faudrait-il pas que les actionnaires individuels en soient exonérés? Là aussi, je crois que ce qui est important, c'est de distinguer deux problèmes, deux objectifs différents. Il y a d'un côté une question fondamentale pour nos décideurs de politique économique, c'est à la fois comment lisser un peu de volatilité financière et en même temps dégager des ressources fiscales. De ce point de vue-là, dans le cadre de cet objectif, la taxation des transactions financières est une bonne idée. Elle n'aura pas d'impact majeur sur le nombre de transactions, elle ne constituerait pas en elle-même un frein, vu les niveaux de taxation qui sont envisagés, 0,1%, 0,01% sur les transactions directes ou sur les produits dérivés, donc ça n'est pas de nature à entraver les transactions. Donc ça c'est une chose. Et puis d'un autre côté, il y a l'objectif qui est différent et que vous soulignez, c'est comment faire que nous ayons en France un actionnariat réparti, un actionnariat individuel important. Et là, effectivement, ça suppose une politique, je dirais, dédiée, c'est-à-dire une politique d'encouragement. Et dans ce cadre-là, ce que vous évoquez, c'est-à-dire exonérer les particuliers, a du sens. Mais ce sont deux objectifs différents. Ignace Mercereau, d'ailleurs, si on doit monter sur les barricades pour se battre contre cette taxe, on montrera avec nous? Oh ben, forcément, je monterai avec vous, Jean-François. Pour nous, Boursorama, qui voyons les actionnaires individuels, ça me paraît important. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de mesures qui ont été menées ces derniers temps qui étaient défavorables à l'actionnaire individuel. La suppression du seuil de cession, si maintenant on nous rajoute une taxe, c'est vraiment pas la bonne solution. Je suis d'accord avec vous. Merci à vous deux, on vous applaudit. Un grand merci pour ces propos d'introduction. Donc à l'économie avec, c'est bien d'écouter des économistes qui ne sortent pas de banques, de compagnies d'assurance, des propos un peu plus positifs que ce que l'on peut entendre par ailleurs. Maintenant, deuxième partie de cette table ronde, on va savoir sur quel marché aller, quels actifs privilégiés, quels sont les bons et les moins bons plans dans cet environnement économique. Ils seront 5 à répondre à mes questions et après la dernière partie, ce sera la remise du prix d'innovation. Je vous demande d'accueillir le premier d'entre eux, on va les prendre les uns après les autres. Il est directeur général délégué chez AXA IM. Je vous demande d'applaudir Monsieur Christian Rabot. Ce sera notre autre intervenant, deuxième intervenant. Il est directeur général adjoint, membre du comité d'investissement d'une société de gestion que nous avons récemment récompensé à mieux vivre votre argent avec la Corbeille Société de Gestion sur 5 ans. Cette société, c'est Carmignac Gestion. Je vous demande d'accueillir Monsieur Éric Lecoste.
C'est une société de gestion que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais c'est l'une des plus importantes de France, née du rapprochement d'abord historiquement des sociétés de gestion du Crédit Agricole et de LCL, puis de cet ensemble qui s'appelait Crédit Agricole Asset Management avec SGAM, la filiale de gestion de la Société Générale. Cette société de gestion, c'est Amundi. Je vous demande d'accueillir le responsable mondial de la gestion action d'Amundi, M. Romain Baucher. La compagnie financière Edmond Rothschild de Banque a deux sociétés de gestion. Il est directeur adjoint et co-responsable de la gestion européenne de l'une d'elles. C'est celle qui a notamment en charge toute la partie action. Ça s'appelle Edmond Rothschild Asset Management. Je vous demande d'accueillir M. Philippe Lecoq. Et enfin, il a monté sa propre structure de gestion. Donc il a fait partie de ces gens qui ont monté des sociétés de gestion indépendantes. Monsieur Marc Renaud, PDG de Mandarin Gestion. Bien. On va, si vous le voulez bien, faire un vrai débat. Vous allez tous nous expliquer vos positions actuelles sur un certain nombre de sujets, et puis ça va nous permettre aussi de réagir aux propos d'Ignès Mercereau et Thierry Apothécaire. Première question, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur votre exposition actuellement au marché action. Et je vais commencer par vous, Éric Lecoz. Je disais de manière un peu provocatrice lors de la remise des corbeilles, les sociétés de gestion ont une chance folle, on a arrêté les résultats des corbeilles au 30 juin. Vous aviez une particularité, c'est que vous avez traversé l'été quasiment sans action. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, c'est le cas d'un fonds flexible, Carmignac Patrimoine, qui est donc multiclasse d'actifs, obligations internationales, actions internationales. Effectivement, on a rendu l'allocation particulièrement défensive à partir de fin juin et très à zéro. Effectivement, on a ramené l'exposition à zéro en action. Début août, on est aujourd'hui de nouveau autour de 25%. 25% sur un maximum de 5 ans. Sur 5 ans. Donc ça veut dire que vous êtes au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a envie de participer un petit peu à cette correction haussière de marché dans un contexte qui nous semble être celui d'une marche vers une récession en Europe et aux États-Unis. Donc là, je divergerai. D'accord, donc vous êtes plus pessimiste que Thierry Apothécaire. Christian Rameau. Alors, nous sommes sous-pondérés en action, mais moins, je dirais, défensifs d'une certaine façon. C'est-à-dire que nos portefeuilles, cela dépend un peu de leur structure, mais si je prends un portefeuille qui peut avoir 50% d'actions, 50% d'instruments de taux, nous sommes plutôt dans la zone des 42, 43, 45, sachant que c'est un portefeuille qui ne descend jamais en dessous de 35%. Vous voyez que nous sommes quelque part dans le milieu, je dirais, de la fourchette, qui exprime une grande prudence et qui est pour nous un point plutôt bas, puisque ce sont des portefeuilles qui ont en général des horizons de gestion relativement longs et qui sont investis en général en accompagnement de produits d'assurance, donc avec un assez long horizon de gestion. Romain Baucher. Alors nous avons effectivement quelques similitudes avec ce que vient d'évoquer Christian Rameau, une légère sous-pondération action, mais néanmoins le sens de nos derniers mouvements, notamment à la rentrée, était plutôt un léger renforcement des actions. Pour une raison simple, qui était qu'en face, l'alternative du côté obligataire nous présentait un visage qui, pour être un peu caricatural, était soit c'est trop cher, en gros, une obligation allemande, soit c'est trop risqué, une obligation grecque. Donc un paysage obligataire qui n'était pas si lisible que cela. Donc oui, la volatilité est forte et la visibilité aussi faible côté action, mais les valorisations, pour nous, justifiaient le fait de revenir progressivement sur ces dernières semaines sur les marchés actions. Philippe Lecoq. Alors aujourd'hui, notre exposition action, elle est autour de 50%, un petit peu en dessous, mais on l'a plutôt renforcé. En fait, on peut l'illustrer avec notre gestion flexible, qui est le reflet de cette allocation. Mais c'est intéressant peut-être aussi de dire ce que l'on fait dans nos fonds actions, parce que là, on avait encore beaucoup de prudence jusqu'au printemps, et donc on avait augmenté la part de cash. Aujourd'hui, ces fonds sont totalement réinvestis, ce qui est un signe quand même de confiance sur cette classe d'actifs. Marc Renaud. Écoutez, moi j'ai une gamme beaucoup plus courte que mes confrères, puisque nous on fait du directionnel action, donc en clair je suis toujours pleinement investi, mais je peux vous dire que mes fonds donc, pleinement investis sont plus offensifs aujourd'hui que encore, j'ai envie de dire, qu'à faire. Je voudrais qu'on rebondisse sur
le propos d'Éric Lecoz, qui disait « On a remonté notre pondération pour participer à la correction ». Aujourd'hui, on sent depuis quelques jours, on est passé sous les 3000, on est descendu aux alentours de un peu en dessous de 2009. Là, on est dans un trend qui paraît un peu plus haussier. Aujourd'hui, les marchés actions, ils attendent quoi pour véritablement repartir? C'est une annonce politique, c'est de bons chiffres du PIB américain, c'est quoi? Qui veut y aller? Les deux. Pour répondre brièvement à cette question, il me semble qu'effectivement, il nous faut une réponse un peu plus sérieuse pour ce qui concerne la zone euro, un peu plus pérenne. Il est vraisemblable qu'un certain nombre de mesures soient annoncées d'ici la fin du mois et avant le G20 qui va se tenir à Paris. Et ça, ce sera un moyen d'éviter, je l'espère, une crise systémique. Donc c'est une bonne chose, qui va nous permettre de revenir à des choses un peu plus fondamentales. Pour autant, les perspectives économiques vont se dégrader. Les banques vont réduire leur effet de levier, et ça va pénaliser tout le tissu des PME. On va pas, peut-être, on se focalise sur les sociétés cotées, mais dans le tissu autant américain qu'européen, on va avoir une dégradation avec à la fois des gouvernements qui ne pourront pas faire de relance fiscale et des autorités monétaires qui seront elles aussi dans la capacité de relancer. Romain Gaucher, votre sentiment sur ce sujet-là? Parce qu'on est en train d'attendre une réponse politique. Enfin, je rappelle juste que la dernière fois qu'on attendait une réponse politique, c'était l'accord du 21 juillet. On a eu la réponse politique, on n'a pas été déçus. Parce que c'est quand même ça qui est mis au poudre. Je pense qu'effectivement, la réponse politique, au sens pur du terme, ne pourra pas être la vraie réponse. La vraie réponse, aujourd'hui, elle est attendue au sein de la zone euro sur un plan beaucoup plus bassement financier. Dit autrement, il y a une attente forte qui est de rassurer pleinement les prêteurs de la zone euro, les investisseurs dans la zone euro, concernant la pérennité de l'euro et donc le statut pérenne et définitif, notamment de la Banque Centrale Européenne ou tout nouvel instrument qui s'y apparente, on pense au Fonds européen de sauvetage qui a été monté. Dit autrement, dans l'économie moderne, on attend d'une banque centrale qu'elle démontre qu'elle est finalement l'acheteur en dernier ressort, ça a été vrai pour les obligations, voire même parfois pour les actions, et aussi qu'elle défend la monnaie coûte que coûte, dit autrement pour faire un parallèle guerrier, qu'elle détient un peu la force de dissuasion nucléaire, et donc si jamais à un moment on veut mettre en doute la devise ou la zone, elle sera là. Les Américains l'ont montré, ils ont fait ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils ont montré que s'il fallait, ils allaient jusqu'à faire tourner la planche à billets pour défendre une économie de devise. Les Anglais l'ont montré, les Japonais aussi. On va expliquer éventuellement pour les gens dans la salle, le quantitative easing, c'est quoi la logique? La logique, c'est de dire qu'en dernier ressort, la Banque centrale pourra émettre de la monnaie pour défendre la devise, les actifs de la zone en question. Donc je vais acheter de la dette? De la dette, par exemple, mais ça peut même historiquement aller au-delà. On l'a vu en Asie, dans certaines crises, les banques centrales sont allées même jusqu'à acheter des actions. Et d'ailleurs, la Banque centrale japonaise, encore récemment, a ouvert cette possibilité dans leur politique de soutien. Ils n'ont pas acheté que les obligations, ils ont aussi acheté les actions. Et c'est ce point qui fait débat aujourd'hui. Les Chinois viennent d'acheter des actions des banques chinoises. On est dans le même sens. Ok, 30 millions. C'est pas grand-chose d'Éric Lecoz, mais c'est 30 millions quand même. Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde les classes d'actifs que vous privilégiez, et après on va rentrer un peu plus dans le détail sur un certain nombre de thèmes, à la fois sur la zone euro et à la fois sur les pays émergents. Christian Rabot, aujourd'hui, quelles sont les classes d'actifs que vous privilégiez dans vos investissements? Dans la mesure où nous sommes sous-pondérés sur les actions, sur un portefeuille diversifié classique, on a, M. Tapanis en dirait autant, une sorte de surpondération sur les taux, mais pas tellement sur les emprunts d'État, dont nous nous méfions effectivement beaucoup, pour les raisons qui ont été exposées par M. Gaucher. Effectivement, nous considérons que l'emprunt d'État allemand de bonne qualité, il est trop cher, il n'y a pas grand-chose à gagner, et que les autres sont trop risqués. Par contre, on continue à avoir une certaine confiance, je dirais, dans le crédit, et il nous semble que même si nous partageons l'idée exposée par Éric Lecoz, qu'effectivement nous sommes en train de rentrer dans une récession en Europe. Je partage tout à fait l'analyse qui a été faite. Il nous semble effectivement qu'il y a une contraction du crédit qui est en train de se produire, aussi bien du côté des banques, d'une certaine façon, qu'une certaine forme de préférence pour la liquidité dans les entreprises. Pas toutes, pas dans tous les secteurs, il faudrait nuancer. Enfin, il nous semble qu'il y a là quelque chose qui va participer d'un phénomène récessif, d'un phénomène de contraction.
Néanmoins, nous semble effectivement que le crédit continue à être très intéressant, car cette récession ne va pas être un effondrement, et donc nous aimons bien, notamment ce que l'on appelle le high yield, c'est-à-dire encore les instruments de taux émis par des entreprises, avec de hauts rendements pour lesquels il y a eu encore très peu d'accidents et un très bon rendement. Petite question, si vous me le permettez, sur l'utilisation du terme récession, qui, d'un point de vue économique, veut dire le fait d'avoir une succession de plusieurs trimestres consécutifs